Donc si nous nous rassemblons aujourd'hui pour demander un plan d'urgence, on demande un plan d'urgence, mais on ne demande pas l'impossible, et surtout, ce qu'on demande n'est pas surprenant. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pourrait être fait pour protéger les enfants des violences sexuelles, en fait, on sait ce qui pourrait être fait. On sait ce qui pourrait être fait, et notamment, c'est dans ce fameux rapport, ce rapport de la Ciivise qui a été rendu en novembre 2023, qui est le résultat de 3 ans de travail, qui s'est appuyé sur 30 000 témoins victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Dans ce rapport, il y a 82 préconisations qui définissent les contours d'une culture et d'une politique de la protection. Alors il n'y a pas que ces 82 préconisations, il y a aussi une doctrine. Alors il y a des gens pour qui le mot doctrine ça peut faire peur. Tout simplement une ligne claire autour de laquelle on peut tous s'entendre. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que les violences sexuelles faites aux enfants c'est horrible, mais parfois on se rend compte que derrière le mot violence, derrière le mot agression, même derrière le mot enfant, on ne pense pas la même chose. Donc, une fois que ce rapport est paru en 2023, il a été très urgent de l'oublier, de l'enterrer et de torpiller la Ciivise. Et ça, bien sûr, c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'on a eu à la place? On a à la place une espèce de formule magique qui dit « la parole se libère ». La parole se libère, la parole se libère. Et même on s'en félicite, encore récemment. On s'en félicite pourquoi? Premièrement, parce que c'est de plus en plus compliqué d'empêcher les gens de parler. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, parce que la parole se libère est un mantra qui masque l'inaction du gouvernement et qui masque encore le fait que notre surdité, notre aveuglement collectif face au déni que représente l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants sont encore extrêmement présents. Aujourd'hui, on voit que quand la parole se libère, elle se fracasse. La plupart du temps. Elle se fracasse sur l'inaction, elle se fracasse. Quand on voit ce qui s'est passé à Bétarame, notamment, ou lors de l'affaire Le Squarnec, on se rend compte que la parole elle a été libérée depuis belle lurette. Les gens avaient parlé, et parfois très tôt. Et qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, il y avait eu des procédures qui avaient été mises en place. Il y avait eu des inspections. Mais ce qui s'est passé, c'est que soit les procédures ont échoué, soit les inspections et les résultats de ces différents rapports n'ont pas été suivis d'effet. Donc évidemment, c'est scandaleux. C'est scandaleux pour qui? C'est scandaleux pour les enfants aujourd'hui qui ne sont pas protégés. C'est scandaleux aussi pour nous tous. Aujourd'hui, on dit, je sais plus, quelqu'un me disait finalement, c'est scandaleux aussi parce que finalement, c'est pas comme si on était un statu quo, on se dit on ne fait rien et on en reste là. On sait que ce déni encourage l'action et la pédocriminalité, l'action des agresseurs. Donc on les encourage. Quelqu'un me disait, il faudrait entendre les cris des 160 000 enfants victimes chaque année. Le truc, c'est que les 160 000 enfants ne crient pas. Ils ne crient pas, par contre ils parlent. Et on dit il faudrait tendre l'oreille, ça suffit. On n'en est plus à tendre l'oreille. Aujourd'hui, c'est à nous de parler plus fort, c'est à nous d'exiger collectivement, et c'est ce que nous demandons aujourd'hui ensemble. On ne pose pas de questions, on ne veut plus savoir pourquoi la Ciivise a été torpillée, pourquoi ci, pourquoi ça. Ce qu'on demande, c'est que ces 82 préconisations soient appliquées sans délai. Parce qu'elles sont réalistes, premièrement, parce que c'est possible. Alors on nous parle du coût et des 10 milliards de déni, que coûte le déni. Mais au-delà de ça, c'est le coût moral, éthique, qui repose sur notre société, parce que là, actuellement, si on sait qu'on ne fait rien, si on sait qu'on ne fait rien et qu'on préfère reporter la responsabilité à quelqu'un qui est au-dessus de nous, on fait ce qui a été beaucoup fait souvent dans l'histoire, et ça, c'est pas inadmissible, c'est non seulement inacceptable, mais c'est inadmissible. Donc je suis Sophie Abida, donc l'affaire Sophie Abida, j'ai très médiatisé mon affaire aujourd'hui. Donc je suis mère protectrice, j'ai dénoncé les violences conjugales et les violences sur les enfants, ainsi que l'inceste paternel. Je fus choquée de constater qu'en fait, il y a une inversion totale des culpabilités dans quasiment tous les tribunaux de France, en fait. C'est pas un tribunal, c'est dans tous les tribunaux de France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on tente de protéger nos enfants en appliquant le principe de précaution et l'état de nécessité qui sont dans le code de procédure pénale, cette loi n'est pas appliquée, le principe de précaution n'est pas appliqué, l'état de nécessité n'est pas appliqué. Donc que faire? C'est-à-dire soit on dénonce pas et donc du coup on maintient cette omerta
familial, et donc on devient complice de l'agresseur et on devient spectatrice aussi des violences sur nos enfants et de l'inceste sur nos enfants. Et auquel cas, si on arrivait en fait à briser cette omerta familiale et donc à dire stop et je vais protéger mes enfants de l'inceste et des violences, et qu'on commence à utiliser cette machine judiciaire, eh bien cette machine judiciaire n'écoute pas, n'entend pas, ne protège pas ni la famille ni les enfants. On est acculé de tous les noms, de fibrillatrices, de manipulatrices, et encore le syndrome d'aliénation parentale qui est encore utilisé par quasiment tous les magistrats de France, alors que c'est un syndrome qui n'existe pas. Il n'y a aucune notion ni scientifique ni de l'OMS, hein. Il a même été proscrit par l'OMS. Et on l'utilise encore. Il faut savoir que les magistrats sont encore formés à ce pseudo-syndrome. Et donc, la mère est encore considérée comme la mère qui veut s'accaparer ses enfants et qui va inventer de l'inceste, qui va inventer des violences qui n'existent pas, et pourtant elles existent. Hein. On apporte aux tribunaux des preuves matérielles, audiovisuelles. Hein. Parfois, on a des enregistrements des violences. Eh bien non, on peut les faire constater par des commissaires de justice, on peut apporter toutes les preuves qu'on a. On n'est pas écouté par les tribunaux de France. C'est-à-dire qu'il y a cette inversion des culpabilités systématique où on se retrouve de la place de victime à bourreau, et le bourreau, et lui, devient une victime. Donc, à partir de là, c'est une machine judiciaire qui broie le parent protecteur et qui broie les enfants. Donc, actuellement, aujourd'hui, vous avez une machine judiciaire qui va plutôt protéger les agresseurs et qui ne va pas du tout protéger les enfants, puisque la réponse est dévastatrice et destructrice. Les enfants sont maintenus dans une cellule familiale incestueuse où il y a des violences, donc chez l'agresseur, et le parent qui a dénoncé, il se retrouve à la place du bureau. Donc en fait on reçoit des condamnations et on est évincé de la vie de nos enfants, donc on ne les voit plus. Voilà. Oui, j'ai pas vraiment préparé de choses, simplement je suis au contact quotidien parce que j'ai vécu des choses similaires à moindre échelle, mais moi aussi j'ai été menacée du placement de mon enfant si je continuais à faire la guerre à monsieur. Même dans mon affaire à moi, qui suis une personnalité publique, j'ai été personnellement menacée par un policier du placement de mon enfant. Alors qu'il y a une condamnation pénale, alors qu'il y a des récidives, alors qu'il y a des violences qui ont été dénoncées. Voilà. Si vous voulez, le policier qui m'a menacée sait très bien ce qu'il fait. Et il sait très bien que ça marche comme ça. Et cette inversion de culpabilité, elle est en effet systémique. Donc, bien avant de vivre ça dans ma chair, j'étais au contact de mères qui essayent de protéger leurs enfants, parce que j'avais témoigné publiquement. Mais c'est des milliers de témoignages, en fait. Et par exemple, il y a un cas, mais ça se passe à Grenoble, ça se passe à Chartres, ça se passe à Paris, ça se passe dans tous les départements. C'est fou ce qui se passe. On ne peut pas le croire. Vous ne pouvez pas le croire quand vous n'avez pas les preuves sous les yeux. Mais moi, je l'ai vécu, et je vois des mères qui ont des preuves, qui ont des enregistrements de viol, où l'enfant dit « j'ai mal », le cas de Sophie, « arrête », et le père dit « c'est juste un petit massage », et l'enfant dormait avant qu'il entre dans la porte, et on a des enregistrements. Et c'est encore la mère qu'on accuse et qu'on met en prison. C'est le cas de Sophie, parce qu'elle n'a pas présenté les enfants, elle n'a pas remis ses enfants au père pour les protéger en attendant que justice se fasse. C'est elle qui est en prison à l'isolement pour pas que son affaire s'ébruite. C'est catastrophique. Là, à Grenoble, je suis en contact avec une mère. Je la connaissais avant que sa fille révèle et les viols incestueux. Et on se disait, il y a un problème. Elle veut pas voir, mais je sentais qu'il y avait... Et la petite de 5 ans a révélé les choses, maintenant elle a 6 ans. Et pour ne pas se faire enlever ses enfants comme Sophie, elle continue à remettre les enfants au père. 1 semaine sur 2. Et les assistantes sociales disent « Ah bah si c'était vrai, elle ne remettrait pas les enfants ». Et les gendarmes disent « Madame, tous ces signalements de médecins qui constatent les vulvites, qui constatent les dires de l'enfant, qui racontent des viols incestueux, il y en a à l'appel. Ça va commencer à énerver les magistrats, madame. Voilà la réponse qu'on a. Voilà la réponse qu'on a. Ça énerve. Ça suffit, on ne veut pas les croire, c'est les mères qui manipulent. Mais au secours, c'est partout en France, c'est dans notre pays. Donc, pour être cohérent, il faudrait légaliser l'inceste et les viols sur enfants. Voilà ce qu'il faudrait faire, ça serait beaucoup plus simple. Parce que là, c'est une mascarade, c'est faux. On ne protège pas les enfants, on les met en danger.
L'institution les met en danger et est complice de crimes. Et ça doit s'arrêter. Merci beaucoup, Judith. Eh bien, bonjour tout le monde. Pour conclure, je pense qu'on avait envie de venir parler aussi en tant que personnalité, pour s'unir avec les associations, pour dire que nous, la société civile, avons tous été choqués. Et je pense qu'on peut parler au nom de beaucoup de Françaises et de Français qui, par centaines de milliers ces derniers temps, ont été véritablement choqués. C'est-à-dire d'allumer sa télévision et de voir, hop, allez, un chirurgien, le Squarneck, 300 viols d'enfants. Quelques jours après, hop, allez, on se rend compte, un lycée où des enfants ont été frappés, violés, innombrables. Ensuite, hop, quelques jours après, encore un autre scandale, avec cet assistant familial qui était à la tête d'un réseau pédocriminel, avec des tortures d'enfants. Et en réalité, je pense que nous, les Françaises et les Français, on a été extrêmement choqués par l'atrocité, mais pas que. On est surtout choqués par la défaillance de l'État. C'est-à-dire que comment, et on demande des comptes en réalité, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. La société civile, on demande des comptes à l'État. Comment c'est possible? Dites-nous comment c'est possible qu'un chirurgien qui a été condamné en 2005 pour avoir regardé, consulté des images pédopornographiques ait pu continuer à être médecin auprès d'enfants? Comment c'est possible qu'un homme qui a regardé des images de viol d'enfants et que ça excite ait pu continuer à exercer une activité au contact d'enfants? C'est inacceptable, inacceptable. Et en réalité, l'État porte une responsabilité dans ces viols. Il ne faut pas avoir peur de le dire. L'État doit nous répondre. On demande des comptes. Et quand on regarde un peu plus près, on se dit, mais pourquoi les interdictions d'exercer? En fait, cet homme, le Squarneck, ce chirurgien, il aurait dû être interdit d'exercer auprès d'enfants dès 2005. Et on aurait évité tous ces viols. Donc pourquoi l'État porte une responsabilité dans ces viols? Parce qu'on aurait pu les empêcher. Et on regarde d'un peu plus près et on se rend compte que ça arrive souvent. Des professeurs qui sont laissés, des enseignants. J'ai relu encore récemment un article sur un enseignant à La Réunion qui était laissé alors qu'il avait été condamné pour avoir regardé des images pédocriminelles. Donc en réalité, pourquoi l'interdiction d'exercer n'est-elle pas automatique? Aujourd'hui, et c'est important que les Françaises et les Français le sachent, quand un homme a regardé des images pédopornographiques, d'accord? Donc ça l'excite de voir des viols de gosses, d'accord? Si on le laisse avec des gosses, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va manquer, il va les violer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le Squarneck, il a été, par exemple, condamné à de la prison avec sursis et une amende. Il n'a pas eu d'interdiction d'exercer auprès des enfants. Pourquoi? Parce que les juges peuvent faire une peine complémentaire, mais ça n'est pas automatique. Franchement, c'est inacceptable. Ça devrait être automatique. De la même manière, les soignants, j'ai vu que l'ordre... Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est toujours la même histoire. Il y a des ordres de médecins, et en fait, ils se renvoient la balle. Alors, il y en a un qui dit, non, en fait, on ne va pas l'interdire d'exercer. Et puis après, on arrive au conseil départemental de l'ordre des médecins, et qui dit, nous, on pense qu'il faut l'interdire. Et en fait, à force de se renvoyer la balle, il y a des défaillances. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? C'est des enfants qui sont violés. Donc l'État, en fait, c'est dans la législation, c'est dans la loi, ça devrait être automatique. Mais je veux dire, vous parlez à n'importe quel Français, il va vous dire, mais c'est évident. Un homme qui a regardé des viols de gosses et que ça excite, on ne le laisse pas au contact d'enfants, dans son travail. C'est juste du bon sens. Donc j'ai regardé récemment, pour essayer de se renseigner sur le sujet, l'ordre des masseurs kinésithérapeutes a fait un communiqué de presse il y a quelques jours pour dire que quand des soignants ont été coupables, par exemple, d'agression sexuelle, ils veulent une interdiction définitive et automatique. Et ils disent de manière limpide, et en fait c'est le bon sens, de dire, mais comment un homme qui a agressé sexuellement quelqu'un, on peut lui confier des corps d'autres personnes, en réalité? En plus avec une forme d'autorité, puisque le médecin, on s'en remet à lui. Donc en fait, on se rend compte que c'est pas que par rapport aux enfants. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, j'attire votre attention sur cette interdiction d'exercer qui devrait être automatique. C'est un scandale. C'est un scandale que ça soit pas encore le cas. Donc là, en fait,
on va continuer de gueuler jusqu'à ce que ça soit mis en place. Parce que ça ne devrait pas exister en réalité. Et donc, j'interpelle les ministres, nous interpellons les ministres, les sénateurs, les députés. Faites en sorte que la loi protège réellement les enfants et faites en sorte qu'on interdise à des prédateurs sexuels de s'approcher des enfants. C'est juste le bon sens. Nous, quand on emmène nos enfants à l'école, c'est pas pour qu'ils se fassent frapper ou qu'ils se fassent violer. Quand on emmène nos enfants chez le médecin, c'est pas pour qu'ils se fassent violer. L'État nous doit cette protection. Et pour terminer, tout ce que les gens ont dit ici, de la même manière, c'est assez aberrant en réalité que ça soit pas encore mis en place. Je veux dire, toutes les choses qui sont dites par rapport, je veux dire, même à la prescription. Moi, j'ai même pas envie de parler de prescription, j'ai envie de parler de date de péremption. Comment on peut nous dire que le viol qu'on a subi, il y a une date de péremption, ton viol, il est périmé. Non, c'est pas aux gens de le dire, c'est à la personne de dire si son traumatisme est guéri ou pas. Et évidemment, on voit que 40 ans après, c'est toujours pas le cas. Donc ça, c'est des choses en fait on devrait être déjà beaucoup plus loin. Tu as parlé des formations, Suzanne, qu'on devrait mettre en place par rapport aux soignants, par rapport pour détecter. Mais déjà, la première chose, dégageons les prédateurs. Ils n'ont rien à faire près de nos enfants. Voilà. Le viol, c'est plus qu'un crime. Le viol, c'est un crime de récidiviste. On ne viole pas par accident. On ne viole pas qu'une seule fois, ça n'est pas vrai. Et donc en fait, tant que l'État n'aura pas pris en compte cette chose-là, toutes ces choses qui découlent de l'ordre de la protection, de l'ordre de la détection, de l'ordre de la prescription, de l'ordre des interdictions, etc., l'État n'a pas pris toute la mesure et la particularité de ce crime. C'est un crime de récidiviste.